Bonjour et bienvenue dans la saison 1 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies, tout un programme. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. La sensibilité n'a pas toujours bonne presse, et parfois elle est comprise comme une énième maladie qu'il faudrait gérer. Et si nous faisions fausse route ? Si la sensibilité était témoin de notre humanité, de notre manière d'être au monde, de le comprendre, d'y réagir et d'agir. Comment l'accueillir, vivre avec, la valoriser et en prendre soin ? Et à l'école, comment cela pourrait-il se passer ? Pour essayer d'y voir plus clair, pour comprendre ce concept de sensibilité ou d'hypersensibilité, j'ai invité aujourd'hui Saverio Tomasella. Docteur en psychologie, psychanalyste, il anime un observatoire sur la sensibilité et est fondateur du Centre d'études et de recherche en psychanalyse. Il a écrit de nombreux livres, essais et romans, notamment Hypersensible, trop sensible pour être heureux ou J'aide mon enfant hypersensible à s'épanouir. Je suis honorée d'accueillir pour EducCare Saverio Tomasella. Bonjour. Bonjour. Alors vraiment ravie de pouvoir prendre ce temps autour de la sensibilité. Et comme je l'ai évoqué dans l'introduction, ce concept de sensibilité peut faire polémique. Entre indifférence et méconnaissance, chacun y va de sa définition ou de sa représentation. Alors j'entre directement dans le vif du sujet. Pour commencer, de quoi parle-t-on exactement quand une personne se dit « je suis sensible » ou « je suis hypersensible » ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Merci pour cette question parce que c'est très important de commencer à poser les bases dès le début d'une bonne compréhension de ce phénomène. Donc déjà, la sensibilité, c'est le propre de tout être humain. Tout être humain naît sensible. Il y a une correspondance, une équivalence entre sensibilité et humanité. Et on a remarqué, notamment chez les enfants, que tous les enfants naissent très sensibles et qu'à partir de 7, 8, 9 ans, ils s'adaptent de plus en plus à leur environnement social, aux demandes de l'école, de la famille, puis plus tard aux demandes aussi du travail, et que progressivement, ils émoussent, ils diminuent leur sensibilité. Sauf que certains enfants ne vont pas s'adapter autant que les autres, et ces enfants-là vont rester plus sensibles que la moyenne. Et c'est intéressant de se rendre compte que finalement, c'est la société, progressivement, au fil des siècles, et notamment depuis la première révolution industrielle, depuis la mécanisation, depuis le fait que les technologies sont venues envahir nos vies, c'est la société elle-même qui devient de moins en moins sensible. Donc on pourrait dire qu'on a une société hyposensible, peu sensible. Et face à la moyenne, face à la norme, on a donc eu besoin de dire qu'une certaine partie de la population était probablement plus sensible que la moyenne, d'où cette idée de sensibilité élevée ou d'hypersensibilité. Et en fait, avec des études, on s'est rendu compte que 30% de la population, c'est-à-dire à peu près une personne sur 3, est concernée par cette sensibilité plus élevée que la moyenne, mais plus élevée qu'une moyenne qui est peu sensible. Donc finalement, les personnes sensibles, les personnes qui restent sensibles, très sensibles, se sentent en décalage avec la majorité des autres, et c'est pour ça qu'elles ont l'impression qu'elles sont hautement sensibles, qu'elles sont grandement sensibles. Parce qu'il y a vraiment un décalage plus compliqué à accueillir d'une certaine manière, c'est ça ? C'est vraiment le côté je ne suis pas dans une norme ? Alors, effectivement, la norme, c'est statistiquement le plus grand nombre. On pourrait dire qu'il y a la norme hyposensible qui est celle de la société, et parmi ces 30% de la population, on pourrait dire qu'il y a une autre norme qui est celle de la sensibilité élevée. Mais quand il y a confrontation entre ces deux réalités, c'est vrai, et surtout qu'on n'en parlait pas beaucoup avant,
C'est vrai que les personnes très sensibles, les personnes particulièrement sensibles, se sentent en décalage et ont l'impression que peut-être elles sont anormales, ce qui n'est pas le cas, qu'elles ont une différence, en tout cas une forme d'originalité qui peut être difficile à vivre parce qu'elle n'est pas celle de la majorité. Donc difficile à accueillir, à accepter, et d'où peut-être une suradaptation permanente. C'est exactement l'enjeu. C'est que tant qu'on ne parlait pas de sensibilité élevée, toutes les personnes... Moi-même, je suis très sensible. Toutes les personnes qui sont très sensibles, nous avons eu l'habitude de nous suradapter à un environnement qui n'accepte pas notre sensibilité supérieure à la moyenne, ou qui la vit mal, ou la voit de façon peu bienvenue. Et du coup, nous nous sommes dit qu'il fallait baisser l'expression de notre sensibilité. On ne peut pas baisser le niveau de sensibilité, ce qu'on ressent, on le ressent, mais moins montrer notre sensibilité et faire comme si nous étions peu sensibles ou moyennement sensibles. Et c'est de là que viennent les souffrances, les difficultés de vivre des personnes qui sont hautement sensibles. Donc dans le fait de masquer un petit peu, de réduire l'expression en fait, c'est surtout ça, de la sensibilité. On essaye au maximum de le faire. Alors c'est vrai qu'il y a deux cas de figure. Le cas de figure plus grave, qui concerne surtout les garçons et les hommes, c'est le fait de brider sa sensibilité. Quand on dit à un garçon, ce qu'on m'a dit à moi quand j'étais enfant, on l'a dit à mes frères aussi, tu es un garçon, tu ne dois pas pleurer, tu es un homme, tu ne dois pas exprimer tes émotions, on fait tout ce qu'on peut pour ne plus ressentir ce qu'on ressent, et on y arrive. Quand j'étais jeune homme, j'avais réussi à me blinder et à ne plus ressentir la majeure partie des choses que je vivais. Donc ça c'est grave parce que finalement on s'ampute d'une partie de sa sensibilité, on se prive d'une partie de sa sensibilité, on s'en coupe. Et puis l'autre adaptation qui est moins forte, qui concerne plutôt les femmes, c'est je vais continuer à ressentir ce que je ressens, mais je vais moins le dire, je vais moins le montrer, et je vais faire comme si je suis comme les autres, c'est-à-dire moins sensible que ce que je suis réellement. Et c'est une autre source de souffrance. Dans le premier cas, on ne sent plus qu'on souffre, et on souffre pourtant. Dans le second cas, on souffre beaucoup, et on n'arrive pas à l'exprimer, parce qu'on se dit, si je l'exprime, ça va être mal vécu par l'entourage. Donc dans les deux cas de figure, c'est un grand problème qu'on se crée dans sa propre vie, alors qu'à l'origine, il n'y a pas de problème. À l'origine, on est sensible et c'est tout. Et tout va bien puisqu'on est humain. Voilà, c'est ça. Je pensais à l'humanité, justement, qu'on bride d'une certaine manière à partir de ça. Alors, vous avez choisi la sensibilité comme objet de travail donc, et de recherche. Et à quel moment est-ce devenu une évidence pour vous de travailler sur ce thème? Et qu'est-ce qui vous a amené à poser ce choix? Ça s'est fait très naturellement dans mon enfance. En fait, il se trouve, d'une part que je suis très sensible, et d'autre part que j'ai eu la chance d'aller au lycée musical dès le cours préparatoire. Et il se trouve que le lycée musical, c'est comme sport-études, c'est musique-études. Le matin, on a les cours classiques à l'école, et tous les après-midi, on est au conservatoire, où on apprend le solfège, l'harmonie, l'histoire de la musique, on pratique un instrument, on fait de la chorale, certains font de la danse et du théâtre en plus. Et donc tous les après-midi, je baignais dans un environnement favorable à la sensibilité, et tous nos professeurs, sans exception, nous disaient à chacune, à chacun de nous, développe ta sensibilité, exprime ta sensibilité, affine ta sensibilité, ta sensibilité est belle. Toutes sortes de phrases et d'encouragements de ce genre qui faisaient qu'effectivement on finissait par être fier de notre sensibilité, par l'aimer et par aimer la sensibilité des autres autour de nous, puisqu'on voyait bien que chacune, chacun avait sa sensibilité différente. En revanche, dans la rue, à la maison, dans les transports en commun, puis après au collège, et on a au contraire mis ma sensibilité sur la sellette en disant tu es trop sensible, tu es hypersensible, mais qu'est-ce que tu peux être sensible, c'est pénible, etc. Et à se moquer de moi après au collège à cause de cette sensibilité. Et donc je me disais c'est très étonnant, je vis dans deux mondes. Un monde qui accepte et valorise ma sensibilité, dans ce monde-là je me sens très bien, et un monde qui au contraire n'accepte pas, ne comprend pas, refuse, rejette ma sensibilité, et dans ce monde-là je me sens de plus en plus mal, de plus en plus en décalage. Et donc naturellement, je me suis dit que ma vie allait tourner autour de la sensibilité parce que c'était tellement important pour moi de pouvoir l'exprimer, bien sûr dans la musique et dans l'art, mais partout dans ma vie, que je cherchais tous les moyens possibles pour pouvoir garder cette sensibilité et l'exprimer. Et quand je suis devenu psychanalyste, tout naturellement, j'ai accordé une grande place à l'écoute de la sensibilité de mes patientes et mes patients, et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à vivre ce décalage et que nous étions très nombreuses et très nombreux. Et petit à petit, ça a lancé une recherche fondamentale sur la sensibilité en général et la sensibilité élevée en particulier.
Alors justement, vous écrivez que la sensibilité ne se résume pas aux émotions, parce que vous avez à un moment donné évoqué les émotions. Alors, quelle place occupent vraiment les émotions au cœur de la sensibilité ? Les émotions sont la partie la plus visible, la plus bruyante, la plus perturbante de notre sensibilité. Et c'est pour ça que on parle de plus en plus d'émotions, et ça c'est une très bonne chose. C'est important que dans notre société, dans nos cultures, on parle des émotions pour apprendre à les apprivoiser, à mieux les connaître et à les apprivoiser. Et là je fais une toute petite parenthèse sur le vécu des émotions. Comme vous le disiez tout à l'heure, la sensibilité n'est pas à gérer et nos émotions ne sont pas non plus à gérer. C'est une très mauvaise expression qui vient du domaine administratif et du domaine des entreprises finalement. On peut gérer des stocks, on peut gérer un portefeuille financier, on peut gérer des actifs de toutes sortes, on peut gérer des chiffres, mais on ne peut pas gérer des humains, et certainement pas la part la plus fine, la plus subtile, voilà, la plus vivante de notre être, qui est notre sensibilité. Donc quand on est face à une émotion, on a besoin de prendre le temps de l'accueillir, de la laisser nous traverser, et généralement notre corps, c'est-à-dire à la fois le cerveau et le système nerveux autonome, savent dans leur sagesse traiter l'émotion, réguler l'émotion en 2 minutes, 3 minutes maximum. Si on se laisse vivre cette émotion, même si elle n'est pas facile, le corps va savoir s'ajuster à ce qui se passe en nous. Au contraire, si on juge notre émotion, si on la réfrène, si on veut ne pas la montrer, etc., ça devient très compliqué, et à ce moment-là, elle va s'installer, et c'est là qu'on va être submergé par nos émotions. Donc oui, au cœur de la sensibilité, il y a les émotions et les sentiments. Les sentiments, ce sont des émotions qui durent. L'amour est la preuve principale, la manifestation principale d'une émotion qui dure. On peut aimer toute une vie, ses enfants, ses parents, ses amis, la compagne ou le compagnon avec lequel on vit. Mais il y a aussi des émotions qui deviennent des sentiments difficiles qui vont durer, comme la jalousie, la rancune, le ressentiment, etc. Mais que ce soit des émotions brèves ou des sentiments qui s'installent, on a plus intérêt à les accueillir et à les apprivoiser qu'à vouloir les réfréner ou ne pas en tenir compte. Et donc, ces émotions, ces sentiments sont au cœur de notre sensibilité. C'est pour ça qu'on a bien raison d'en parler de plus en plus et de nous aider à mieux les comprendre, mieux les connaître et mieux les vivre. Pour autant, dans la sensibilité, il n'y a pas que les émotions. Alors, justement, quelles sont les autres facettes de la sensibilité en plus des émotions ? La sensibilité va s'appuyer sur un certain nombre de dimensions. Et la première qu'on oublie trop, parce qu'on est dans des cultures rationnelles, surtout les Français, dans une culture très cartésienne, on oublie trop nos sensations. C'est-à-dire que la sensibilité, elle part d'abord du corps vécu, du corps habité. Et nos sensations de froid, de chaud, de faim, de soif, de fatigue, d'énergie ou de manque d'énergie, de malaise ou d'aise, de plaisir ou de déplaisir, des sensations qui vont concerner certaines parties du corps ou être par rapport à ce qu'on appelle les 5 sens, donc l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, le toucher. On rajoute même la kinesthésie comme 6e sens. La kinesthésie, c'est la façon dont je sens mon équilibre à l'intérieur de mon corps et qui est très importante justement pour pouvoir marcher, tenir debout, etc. Mais qui nous permet aussi de sentir les mouvements autour de nous. Donc ces 6 sens sont très importants et font partie intrinsèque, même fondamentalement, de notre sensibilité. Donc il y a déjà notre sensorialité, nos sens. Il y a les émotions dont on vient de parler, les sentiments, mais aussi les intuitions. Or, encore une fois, dans une société qui ne favorise pas ce qui échappe de premier abord à la rationalité, eh bien les intuitions sont mal vues, ou en tout cas elles ne sont pas développées. On ne développe pas assez chez l'enfant et surtout chez l'adolescent et l'adulte une bonne écoute des intuitions. Or, nos intuitions, elles sont là pour nous aider. Les intuitions sont des fulgurances, des informations qui passent très vite, souvent sous forme de sensations, et qui viennent nous indiquer ce qui se passe à l'instant où ça se passe. Donc elles nous apportent des informations très précieuses pour nous permettre de vivre, de mieux vivre, et notamment quand il y a un danger, ça nous permet d'éviter le danger, ou quand au contraire on se sent très bien, ça nous permet de devenir plus spontané, peut-être de lâcher certaines défenses pour donner plus généreusement qui nous sommes au fond et à devenir plus authentiques. Donc nous avons tout intérêt à écouter aussi nos intuitions. Il y a donc les sensations, les émotions, les sentiments, les intuitions, mais aussi dans la sensibilité, il y a toute l'imagination. C'est-à-dire que notre créativité vient de notre capacité à imaginer des situations, des relations, des mondes,
Et c'est aussi le travail de l'artiste ou de toutes les professions créatives. Les enfants sont naturellement très créatifs quand ils sont petits, et après parfois on les bride dans leur créativité, mais ils peuvent rester très créatifs et très créatifs longtemps. Tout ça, c'est l'ensemble de notre sensibilité. Et on peut dire qu'il y a un 6e aspect dont on parle peu, qui est la spiritualité. Plus je me renseigne sur la spiritualité, plus je le vis moi-même, plus je me rends compte que la vraie spiritualité incarnée, celle qui nous permet de mieux vivre, est une spiritualité qui passe par la sensibilité. Donc c'est important de l'intégrer aussi dans notre vie sensible. Alors, moi je suis vraiment impressionnée par ce que vous dites, parce qu'on se rend bien compte que le corps n'est pas toujours accueilli, tout simplement déjà n'est pas habité, n'est pas accueilli, et ni toutes les expressions au niveau de la sensibilité non plus, que ce ne sont pas des... Même à l'école, de toute façon, l'enjeu n'est pas de développer le corps, la sensibilité, l'intuition, etc. Donc on sent qu'il y a quand même une étape à franchir à un moment donné. Alors on le verra un petit peu plus loin dans les pistes que vous allez pouvoir nous donner, mais c'est vrai que redonner la place au corps, aux émotions, à la créativité, et permettre à un enfant tout simplement de se développer et de ne pas rester que sur, on va dire, le côté intellectuel et pur, c'est déjà une étape importante pour accueillir la sensibilité. C'est une étape indispensable. C'est une étape nécessaire et fondamentale qui est trop souvent oubliée, même si de nombreux chercheurs et de nombreux chercheurs dans tous les domaines, soit en philosophie, en psychologie, mais aussi en pédagogie, ont montré l'importance vraiment essentielle du corps et du fait de vivre dans son corps, non seulement pour s'épanouir et devenir heureuse ou heureux, mais aussi parce que ça facilite les apprentissages. Et donc les enfants ont besoin de pouvoir vivre dans leur corps tous les moments qu'ils passent à l'école, bien sûr en famille et pendant les vacances, mais aussi à l'école. N'oublions pas le corps à l'école, et que plus ils seront dans leur corps, dans leur sensibilité incarnée, mieux ils vivront les journées de classe, même les heures de classe, mieux ils vivront les apprentissages, et en fait leur mémoire fonctionnera beaucoup mieux, leur mémoire à long terme fonctionnera beaucoup mieux, et on aura des élèves qui seront plus enclins à apprendre et à partager. Et notamment certains élèves qui ont des difficultés scolaires, c'est justement le plus souvent parce que leur corps est oublié et qu'eux n'arrivent pas à l'oublier, que ça pose problème dans le système scolaire. Alors que si, dès la maternelle, dès les petites classes, on apprend à l'enfant à bien vivre dans son corps, et ça peut être par des danses, des chansons, des mouvements, ça peut être aussi par le simple fait d'interroger l'enfant en lui disant « Qu'est-ce que tu ressens là ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Et de sentir que son corps fait partie de la journée d'école, eh bien, il n'y a plus de difficulté à s'intégrer dans la classe et dans le programme pédagogique. On sent en fait que plus on sera unifié dès le début, mieux ça ira en fait. Au lieu de là de désarticuler un petit peu l'esprit, le corps ou l'intellect, et de se dire ça fait partie, on est vraiment un tout qu'on a à développer, et dans toutes les parties en fait. Oui. C'est un petit peu ça. Exactement. Et je pense qu'il y a comme un arrière-plan philosophique qui nous a un peu trompés, qui nous a médusés et qui nous a leurrés. C'est l'arrière-plan philosophique platonicien. Quelles que soient les qualités de la pensée de Platon, c'est tout de même une pensée qui est dichotomique, qui est dualiste, et qui nous a fait croire que le monde des idées était supérieur au monde du ressenti, donc au monde de la sensibilité. Et cette pensée-là, qui était la pensée académique, qui a poursuivi pendant des siècles dans l'enseignement des lettres, mais aussi parfois dans l'enseignement théologique, dans certains courants théologiques, a été néfaste pour notre équilibre corps-âme, notre équilibre d'être humain entier, et donc le fait d'intégrer la sensibilité dans notre quotidien, dans chaque action, dans chaque vécu, même dans notre façon de penser. Heureusement, il y a toutes sortes d'autres courants philosophiques et théologiques qui ont reconnu l'importance du corps, de la sensibilité et de l'union âme-corps. Et on est en train d'y revenir en se rendant compte à quel point c'est important que nous soyons des êtres qui nous vivons de façon complètement unifiée, et que notre corps, notre sensibilité font partie de notre être à part entière. Donc vraiment l'idée d'harmonie et d'unité tout simplement. Exactement. Et de grandir en unité. Exactement. Si on peut le faire aussi. Exactement. Après tout ce que nous venons de partager, peut-on dire que la sensibilité s'exprime de manière identique chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte ? Ou bien chacun va-t-il l'habiter de façon unique et singulière, et de manière égale toute sa vie ?
Alors c'est une question extrêmement importante qui me permet déjà de préciser que chacune et chacun de nous vit sa sensibilité de façon singulière. Nous sommes des êtres uniques, nous restons des êtres uniques toute notre vie, et donc notre façon d'habiter, d'incarner notre sensibilité va être unique, elle va être singulière, elle va être spécifique. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas chercher à formater les enfants de façon uniforme, puisque chacune et chacun a ses différences dans sa sensibilité. Mais au-delà de ça, vous avez raison de dire qu'au cours de la vie, nous avons des grandes étapes qui font que notre sensibilité va plus ou moins évoluer. Je dis plus ou moins parce que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir une sensibilité qui va rester à peu près égale toute la vie, même si cette sensibilité-là, la leur, est spécifique, et d'autres qui vont voir leur sensibilité évoluer. Donc il y a des différences à l'adolescence. Il y a des différences assez nettes à l'adolescence parce que les adolescents sont dans une forme de sensibilité exacerbée du fait même de leur adolescence. C'est-à-dire que là, on pourrait dire que presque tous les jeunes adolescents, ça peut se tasser après à la fin de l'adolescence, mais au début de l'adolescence, les jeunes sont dans une forme d'effervescence sensorielle, sentimentale, émotionnelle, d'imagination aussi, qui fait que de toute façon, la plupart de nos adolescents sont extrêmement sensibles, et c'est bon de le savoir et d'en tenir compte, et de ne pas les réprimander parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'être extrêmement sensibles. De même que les tout petits enfants, ils vont être à la fois sans filtre et sans barrière. Dans un bus, dire pourquoi la dame a des grosses verrues, et c'est pas méchant, ou pourquoi le monsieur sent mauvais, c'est simplement qu'ils sentent les choses et ils les expriment. Donc c'est important que nous adultes, nous acceptions, que ce soit chez les petits-enfants ou les jeunes adolescents, cette fraîcheur, ce naturel, parce qu'ils ne peuvent pas, elles ne peuvent pas faire autrement. C'est vraiment dans la nature humaine, dans ces phases de la vie, de s'exprimer énormément par rapport à la sensibilité, de même que les personnes très âgées. Les personnes très âgées, qu'elles soient dans des phases d'Alzheimer ou de démence sénile, etc., ou pas, sont des personnes qui vont redevenir extrêmement naturelles comme les jeunes adolescents ou les jeunes enfants. Elles vont dire les choses comme elles sont. Et c'est important que nous les accueillions avec cette fraîcheur, cette sincérité, cette facilité d'expression de leur sensibilité. En revanche, dans notre âge adulte, surtout au début, avant 40 ans, nous avons tendance à vouloir nous ranger, être dans le rang et faire comme les autres. Et donc là, on va un peu mettre notre sensibilité de côté pour faire comme les autres, parce que c'est important d'être intégré dans les groupes. Et bon, alors ça nous sert peut-être pendant nos études et surtout au début de notre vie professionnelle pour être acceptés, mais ne le faisons pas trop longtemps, parce que sinon il y a des risques que nous nous coupions vraiment de notre sensibilité. Et puis, il y a des phases de la vie qui vont rendre la sensibilité plus forte. Toutes les grossesses, comme il y a un bouleversement hormonal, et d'ailleurs j'en profite pour dire que chez certaines femmes, d'ailleurs la majorité des femmes, la période menstruelle ou prémenstruelle peut être difficile, exacerber la sensibilité, même chez les femmes qui ne sont pas hautement sensibles naturellement, elles peuvent avoir un moment difficile à ce moment-là. Et bien dans les grossesses aussi, il y a un tel bouleversement hormonal que les femmes qui sont enceintes sont beaucoup plus sensibles. Et c'est important d'en tenir compte. Eh bien, au moment de la ménopause, il y a des ménopauses qui durent peu, d'autres qui durent très longtemps, de très longues années. Il y a de nouveau un bouleversement hormonal qui va provoquer une sensibilité plus élevée. Et chez l'homme, l'andropause est plus lente, mais elle va aussi bouleverser l'équilibre sensoriel, l'équilibre émotionnel. Et donc, pour certains hommes, c'est plus difficile, après 50 ans, de vivre leur vie sensorielle, émotionnelle, parce qu'ils ont moins les barrières ou ce qui permettait de retenir leur sensibilité. Ils vont devenir un peu cœur d'artichaut, comme on dit. Et c'est comme ça, c'est la vie et c'est important de l'accepter. Et puis, il y a bien sûr tous les événements historiques. Si on vit des traumatismes, des chocs, si on est malade, si on est licencié, si on vit un deuil important, dans ces phases-là, nous allons toutes et tous être plus sensibles. Et c'est tout à fait naturel. C'est comme si une brèche à nouveau s'ouvrait, où on laissait passer un petit peu, parce qu'on ne peut plus contenir, c'est ça. Exactement. Donc c'est à la fois un stimulus qui va nous mettre en route sur quelque chose de différent et qui fait qu'on est tellement débordé qu'on ne pourra qu'accueillir la sensibilité, ou en tout cas son expression. Exactement, c'est comme si on retrouvait finalement notre vulnérabilité fondamentale. Tous les humains sont vulnérables et c'est lié à notre sensibilité. Nous ne sommes pas des pierres, nous ne sommes pas des robots. Et donc dans ces moments-là, nous nous retrouvons, j'allais dire, intacts tels que nous sommes
de façon très pure à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, et ça peut être des périodes finalement de bénédiction ou d'opportunité, de grâce, où on a la possibilité de vraiment se connaître en profondeur et de s'accueillir tel que l'on est. Aujourd'hui, on dirait qu'on se connecte, ou en tout cas qu'on est plus aligné un petit peu. Le fait de retrouver un petit peu peut-être le cœur de notre vie, ou en tout cas de se dire ça, je l'ai caché pendant très longtemps, aujourd'hui ça s'exprime. Exactement, on retrouve le cœur de notre être. Okay. Alors, vous venez d'apporter un éclairage très intéressant donc, sur l'évolution de la sensibilité de l'enfant à l'âge adulte, mais comment accompagner la transition, c'est-à-dire comment accompagner ce passage de la sensibilité naturelle jusqu'à 7 ans à celle de l'enfant qui grandit. Comment on accompagne ça ? Déjà, le plus important, c'est d'accepter que nos enfants petits sont très sensibles et ont besoin d'être accueillis pleinement avec cette sensibilité. Si un enfant de 3, 4, 5 ans ou même plus petit, si un enfant est accueilli dans ses chagrins, dans ses colères, dans ses peurs, dans ses mouvements de joie, y compris ses excitations, dans ses dégoûts, ses gênes et de toutes les émotions qu'il va pouvoir exprimer, ou dans l'expression simplement de j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, je suis fatigué, si un enfant est accueilli pleinement dans sa sensibilité, il va devenir un adolescent et un adulte beaucoup plus équilibré, beaucoup plus capable de s'épanouir et d'être heureux, beaucoup plus empathique, beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus capable de vivre en relation avec les autres, d'accueillir les autres comme ils sont et donc de participer à la création d'un monde plus humain, plus bienveillant, plus solidaire, etc. Donc déjà le simple fait pendant les 7, 8, 9 premières années d'une vie d'accueillir l'enfant avec sa sensibilité propre et de se dire bon, cet enfant-là a un gros chagrin, là maintenant pour lui c'est quelque chose de difficile. Et je m'en occupe. Et je m'en occupe, je l'accueille, je suis avec lui, je l'accompagne et je suis là tant qu'il a besoin de moi pour passer ce moment difficile. Ou alors simplement cet enfant a soif, donc il y a des bébés qui pleurent simplement parce qu'ils ont soif ou parce qu'ils ont trop chaud. Les bébés dans les magasins où on n'a pas enlevé le manteau et c'était très bien pour l'extérieur, mais à l'intérieur du magasin, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, c'est trop pour le bébé. Donc il va pleurer pour dire enlève-moi ce manteau et il ne peut pas le dire autrement. Donc il faut décoder en fait ces signes. Exactement. Et donc mieux on le fait avec les enfants petits, plus on se prépare à accueillir la sensibilité de n'importe quel être humain. Donc ça c'est très important dans les premières années de vie. Après 7 ans, ce qui compte c'est de garder un équilibre pour tous les enfants entre le corps et le mental, entre la sensibilité et la raison. Bien sûr qu'à partir de 6-7 ans, on apprend à lire, à écrire, à compter, etc., à développer un raisonnement logique, c'est très bien. Mais ça ne doit pas se faire au détriment de la sensibilité, de la sensorialité des émotions et de l'imagination. C'est important que dans nos familles et nos écoles, puis plus tard dans les entreprises, on garde vraiment un équilibre paritaire. On parle de parité, c'est important de le faire là aussi. Un équilibre paritaire entre sensibilité et raisonnement, entre sensibilité intelligente et intelligence sensible, qu'on ne coupe pas les deux. Et à ce moment-là, ça permettra justement à ces enfants qui grandissent, à ces adolescents, de se sentir bien dans leur être, dans leur vie, dans leur corps et dans leur devenir. Mais déjà, dès le départ, ça veut dire qu'il y a vraiment un accueil de soi, dès le début, une connaissance de soi qui nous permettra de... Plus on se connaît en fait en étant jeune et petit, plus on va grandir, j'allais dire, être capable d'être en relation avec soi et avec l'autre. Exactement, c'est le grand enjeu, c'est la relation. Le grand enjeu, c'est la relation, c'est de faire en sorte que je puisse accueillir l'autre tel qu'il est. Et si je suis dans ma sensibilité, si j'accueille ma sensibilité, je vais pouvoir accueillir la sienne. Sinon, on est dans des relations un peu superficielles ou factices, où on va échanger des discours sur lesquels on peut se mettre d'accord, mais ça ne veut pas dire que les êtres eux-mêmes se soient compris et sont en accord. S'il n'y a pas la sensibilité, on reste dans quelque chose d'inauthentique, d'artificiel. Et c'est pour ça que c'est très important que nous, adultes, quotidiennement, continuellement, nous acceptions notre sensibilité comme elle est, c'est-à-dire que nous continuions à être à la recherche de nous-mêmes, aller à la connaissance de nous-mêmes, et notamment à travers notre sensibilité, parce que plus je m'accepte, moi, adulte, avec ma sensibilité, y compris en me souvenant de ce qu'était ma sensibilité quand j'étais enfant et adolescent, plus je suis capable d'accueillir un autre adulte
et avec sa sensibilité, quelle qu'elle soit, mais surtout les enfants et les adolescents avec la sensibilité qui est la leur. Et ça, vraiment, pour nous, c'est un enjeu très fort, d'accueillir notre sensibilité pour pouvoir accueillir la sensibilité des autres. Et comme nous n'avons pas baigné dans une culture favorable à la sensibilité, c'est maintenant que nous avons besoin de faire ce chemin, d'accueillir vraiment notre sensibilité pour pouvoir accueillir celle des autres. Alors justement, vous parliez de la culture et de l'éducation, mais tout à l'heure, on a dit que c'était quand même un concept assez récent. Ça remonte à quelle période ce concept de sensibilité vraiment travaillé et mis au goût du jour d'une certaine manière? Alors, je vais répondre à votre question. Simplement, j'ai fait un petit détour historique. En fait, ça fait très très longtemps que certaines personnes parlent de sensibilité en général et de sensibilité élevée. Il y a en Grèce un médecin qui s'appelle Arrêté de Cappadoce, qui est très connu parce que c'est lui qui a créé les hôpitaux. Les premiers hôpitaux, Arrêté de Cappadoce avait déjà remarqué l'existence d'une constitution plus sensible, qu'il appelle la constitution délicate, et qui... déjà, il avait fait les mêmes constats qu'on peut faire sur les personnes hautement sensibles aujourd'hui, des personnes qui sont très fines, très subtiles, qui sont très empathiques ou facilement empathiques, des personnes qui n'aiment pas du tout la vulgarité et des personnes qui sont créatives. Donc déjà, il avait repéré ça avec des conséquences à l'époque sur la santé, sur la façon de traiter ces personnes du point de vue médical. Et donc ce constat est très intéressant. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, et notamment avec la création, l'invention de l'homéopathie, certains médecins vont être très attentifs aussi à cette constitution sensible, cette constitution plus sensible que la moyenne. Et après, au début du XXe siècle, il y a un psychiatre allemand qui va consacrer beaucoup de ses recherches et de ses travaux à la mise en lumière de ce qu'il appelle l'hyperesthésie relationnelle. C'est comment le fait d'être très sensible, hyperesthésie ça veut dire très sensible en grec, comment le fait d'être très sensible va impacter notre façon d'être en relation, et notamment le fait d'être plus facilement découragé par la critique par exemple, ou au contraire galvanisé par les encouragements. Et après, à la fin du XXe siècle, c'est une Américaine, Helen Aron, qui a consacré toutes ses recherches, toute sa vie professionnelle à la sensibilité élevée, qu'elle appelle la haute sensibilité. Helen Aron et son mari Arthur Aron, qui ont fait de nombreuses études, et elle a commencé en 1994 à peu près à faire une première étude sur la sensibilité élevée. Son premier livre est sorti en 1996 aux États-Unis. En France, il est sorti qu'en 2008. Et après, moi je ne connaissais pas encore les travaux d'Helen Aron, ça fait une vingtaine d'années que je cherche sur la sensibilité élevée. Donc petit à petit, j'ai découvert ses travaux et ils sont venus enrichir mes propres recherches. Donc c'est une recherche qui est assez récente, de façon systématisée, sur la haute sensibilité ou la sensibilité élevée ou l'ultra-sensibilité. Et on a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a des différences, effectivement, chez une personne sur 3, des différences qui maintenant, on peut les voir au niveau du cerveau, d'activité de certaines zones cérébrales. L'insula, par exemple, qui est le centre de la connaissance de soi, de la conscience de soi, est plus activé chez les personnes hautement sensibles. Les neurones miroirs, qui sont ceux qui permettent l'empathie, mais aussi l'imitation et l'apprentissage, s'activent plus facilement et plus longtemps chez les personnes, et plus intensément chez les personnes hautement sensibles. Mais il y a aussi l'amygdale, qui est le centre de la vigilance, de faire attention aux dangers, etc., qui s'activent aussi plus chez les personnes hautement sensibles et qui font que les personnes hautement sensibles vont donc être plus facilement prudentes. Elles vont faire attention, ou plus précautionneuses, ou vont devenir plus perfectionnistes, justement à cause de ces caractéristiques. Et il y a une autre zone du cerveau qui, elle, s'active moins, qui est le thalamus. Or, le thalamus est le filtre du cerveau. Ce qui veut dire que quand une personne très sensible dit « j'ai l'impression d'être sans filtre », c'est vrai. Son thalamus fonctionne moins, c'est-à-dire qu'elle va recevoir toutes les informations et devoir les traiter sensoriellement en profondeur pendant plus de temps que les autres personnes. C'est pour ça qu'elle sature, qu'elle fatigue plus rapidement et qu'elle a besoin de se reposer plus souvent. Alors ça veut dire qu'aussi là on touche un peu à l'hérédité et en même temps à l'environnement, donc c'est un mixte des deux d'une certaine manière, le fait d'être sensible, on a peut-être un capital génétique qui fait qu'on l'est peut-être un peu, mais qui peut être aussi accompagné en famille, si c'est valorisé ou pas. Exactement, ça c'est très important, cette interrelation entre le capital héréditaire et l'hérédité et l'environnement. Dans 40% des cas, chez les personnes hautement sensibles, il y a probablement
une origine génétique. Il y a 2 gènes qui sont différents, le gène d'utilisation de la sérotonine et le gène d'utilisation de la dopamine. Alors en quelques mots très simples, la sérotonine c'est un neurotransmetteur, c'est une hormone qui facilite la bonne humeur, le bien-être, on appelle l'hormone du bonheur. Eh bien, chez les personnes qui ont ce gène un tout petit peu différent, elles utilisent moins bien leur sérotonine. Et c'est pareil pour la dopamine. Elles ont un autre gène qui fait qu'elles utilisent moins bien la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du matin, celle qui nous permet de nous réveiller, d'avoir de l'entrain, de nous lever, de partir travailler, d'avoir de l'énergie pour faire ce qu'on a à faire. Eh bien, on voit donc, grâce à ces études sur 2 gènes particuliers, c'est une toute petite différence sur une branche du gène, c'est quasiment rien, mais donc les personnes qui sont porteuses de ces gènes un peu différenciés utilisent moins bien ces 2 hormones et donc vont être plus fatiguées, plus découragées, parfois plus déprimées, plus anxieuses. Et ça concerne 40% des personnes hautement sensibles. Ce qui veut dire que chez 60% des personnes hautement sensibles, ça vient d'autre chose. Ça va venir de leur histoire, ça va venir de leur famille, de leur environnement, etc. Et on s'est rendu compte de quelque chose de très important, c'est que si un enfant très sensible grandit dans une famille de misère, de violence, d'abus, de maltraitance, ou un environnement très stressé, cet enfant-là va se blesser plus facilement, va être plus malade, va réussir moins à l'école, va avoir de moins bonnes relations, va être plus anxieux, plus déprimé et à l'adolescence peut avoir des pensées suicidaires. Alors que le même enfant, dans un environnement porteur, bienveillant, encourageant, respectueux et aimant, va au contraire avoir une meilleure santé, de meilleures relations sociales, une meilleure scolarité, une plus grande créativité et faire preuve d'un plus grand équilibre dans sa santé physique et mentale. Donc on voit bien à quel point l'environnement peut jouer un rôle délétère ou au contraire favorable, favorisant pour un enfant. Et c'est pour ça que j'insiste maintenant beaucoup sur la création d'environnements vraiment porteurs, vraiment soutenants, vraiment accueillants, respectueux, bienveillants. Et ça veut dire aussi que pour les parents, il y a quand même un enjeu très très fort sur la manière d'éduquer, d'accompagner et de faire grandir en fait son enfant. Exactement. Dans ce que vous dites, c'est quand même très... Ça engage énormément et je trouve que la responsabilité, elle est énorme. Nous avons, nous adultes, que ce soit en famille, dans les centres aérés, les colonies et bien sûr l'école, nous avons, nous adultes, une responsabilité immense concernant le devenir de nos enfants et particulièrement des enfants très sensibles. Alors c'est vrai que cette conversation, cet échange nous emmène assez loin, hein. Ça vient quand même bousculer pas mal de nos représentations sur la sensibilité et sur l'accueil que nous lui réservons. Alors justement, en quoi changer de regard sur la sensibilité est essentiel pour en prendre soin ? Effectivement, c'est le regard que nous portons, c'est-à-dire la conception que nous avons de quelque chose qui nous fait vivre cette dimension-là d'une façon favorable ou défavorable. Si je n'aime pas ma sensibilité ou si je la considère mal, je vais mal la vivre forcément. Donc c'est vraiment... et là, c'est le fruit de ces dernières années. Il y a vraiment un grand changement. On commence à parler de plus en plus de sensibilité et de sensibilité élevée. C'est vraiment en revalorisant la sensibilité en général, la sensibilité étant la qualité humaine intrinsèque, fondamentale, c'est en la revalorisant, cette sensibilité, qu'on peut bien la vivre. Et particulièrement, si on est une personne hautement sensible, si on sent qu'on est une personne qui a une sensorialité très développée, par exemple les bruits nous gênent, ou la lumière va nous gêner, ou les odeurs fortes sont incommodantes pour nous, ou si au contraire on vit des émotions très fortes qui vont durer plus longtemps, ou qui sont plus variées, ou si on se sent perméable aux émotions des autres, si on se sent très intuitif, ou très créatif, si on a vraiment cette sensation, et généralement on l'a depuis longtemps, qu'on est particulièrement sensible ou qu'on est en décalage avec la moyenne, qu'on a une sensibilité plus élevée que la moyenne, à plus forte raison, on a vraiment besoin de revaloriser la sensibilité en général et notre propre sensibilité, de la voir d'un œil bienveillant, de poser sur elle un regard aimant, c'est-à-dire vraiment accueillir notre sensibilité comme elle est, et non pas comme voudraient les autres, ou comme on voudrait nous la transformer, la changer, d'accueillir vraiment notre sensibilité comme elle est, et de la vivre, de la connaître, de la vivre comme elle est, car ça nous permet de mieux vivre en entier, de mieux vivre nous, l'être humain que nous sommes.
Et donc c'est vraiment ce changement de regard, de passer d'un regard méfiant, on va dire, à un regard confiant, d'un regard peu valorisant à un regard d'accueil, d'acceptation, d'amour. C'est ce changement de regard, ce changement de conception sur la sensibilité qui fait, qui vraiment fait tout, qui va faire qu'un jour on se réveille ou on se lève en se disant « Waouh, quelle belle sensibilité j'ai, c'est un trésor !» Et même si c'est pas forcément facile à vivre dans toutes les circonstances, j'en conviens. Il y a des moments dans les transports en commun ou dans certaines situations sociales ou au travail, à l'école, etc. C'est pas forcément facile, ou dans certaines discussions. C'est pas parce que c'est difficile à certains moments que ça change la qualité fondamentale de ma sensibilité. Ma sensibilité reste et restera toujours un merveilleux trésor. J'en prends soin. C'est le fait de valoriser la sensibilité, de la prendre vraiment comme quelque chose d'extrêmement précieux qui nous incite à en prendre soin et à en prendre soin tous les jours. Et c'est très concret, c'est l'alimentation. Quelle est l'alimentation qui me convient le mieux? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des alimentations qui ne conviennent pas aux personnes hautement sensibles. Typiquement le café, le thé, parfois même le chocolat, l'alcool, même si on adore les bons vins comme moi, on réduit un petit peu. On réduit, même beaucoup parfois, parce que je sens que ça ne me convient pas. Donc il y a l'alimentation, on s'est rendu compte aussi que ce qui est trop sucré, le sucre blanc, les sucres rapides, ce n'est pas bon parce que ça peut nous rendre nerveux. En plus, on sait aujourd'hui que ça change la flore intestinale et que ça a donc un impact sur les neurotransmetteurs, les hormones dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a trouver la bonne alimentation pour soi. Trouver le bon rythme de repos, c'est-à-dire que les personnes hautement sensibles ont souvent besoin de faire des pauses dans la journée, pas simplement le soir d'aller se coucher, mais une petite pause au milieu de matinée. C'est-à-dire de récupérer après. Exactement, il s'agit de récupérer. Donc faire des pauses, faire en sorte d'avoir un bon sommeil. Comment? En marchant par exemple régulièrement, ou en faisant du qigong, du yoga ou de la méditation, en mangeant tôt le soir, parce qu'on sait que si on n'a plus besoin de digérer, on va dormir mieux que si on a mangé tard et qu'on est encore en train de digérer. Donc le corps à nouveau là, on se fait récupérer par le corps. Exactement. Donc un bon sommeil, une bonne alimentation, une activité physique qui nous convient. Et j'ai remarqué que les personnes hautement sensibles aiment beaucoup tout ce qui est de l'ordre de l'équilibre, donc le surf, le skate, le ski, l'escalade, la danse, le yoga, tout ce qui et plein d'autres choses qui nous permettent... Qui repositionne en fait. Exactement, oui, parce que être dans l'équilibre, travailler l'équilibre, ça nous repositionne, ça nous recentre, ça nous réaligne, comme vous disiez tout à l'heure. Donc pratiquer des activités sportives ou artistiques d'ailleurs qui nous font du bien, comme le chant, la danse, il y a peut-être des personnes qui adorent peindre ou sculpter, ou simplement faire des bouquets ou cuisiner. Et trouver les bonnes relations pour nous, les bons amis qui nous comprennent, la bonne compagne, le bon compagnon, et bien sûr un environnement de travail, faire en sorte que l'environnement de travail soit de plus en plus porteur pour nous, pour notre sensibilité. Et pas trop stimulant, entre guillemets, pour qu'on puisse véritablement être à l'aise, en fait, c'est ça? Alors, oui, pour une grande partie des personnes hautement sensibles, mais il y a une petite catégorie parmi les personnes hautement sensibles qui sont des chercheurs de stimulation, des chercheurs de sensations. Qui vont donc ils sont souvent extravertis, contrairement aux autres qui sont soit ambivertis, c'est-à-dire à la fois extravertis et introvertis, soit introvertis. Et ces extravertis ou ces chercheurs de sensations vont chercher les stimulations, mais être fatigués. Donc avoir besoin de réguler leur journée en disant « Tiens, voilà, là j'ai eu assez de stimulation, maintenant je me calme un petit peu et je redémarre après. Je reprendrai après. Donc, à nouveau, je retrouvais mon axe... Exactement. Finalement, on en revient à bien se connaître, et comme on est chacune et chacun unique, bien se connaître à travers sa sensibilité, de quoi j'ai vraiment besoin, moi. C'est pas comme les autres, je suis quelqu'un de différent, donc de quoi ai-je vraiment besoin, moi. Et que ça sera pas la même chose pour le voisin ou la voisine. Exactement. Alors, il se peut que certains de nos auditeurs, avec tout ce qu'on vient de partager, soient un peu décontenancés et qu'au fil de notre échange, ils ont peut-être reconnu ou identifié des attitudes, des manières de s'exprimer ou de ressentir qui sont les leurs. Et la question peut se poser, et si j'étais une personne ultra sensible qui s'ignore? Alors, voilà, je fais comment avec ce paquet cadeau? Parce que vous parliez tout à l'heure d'un trésor, mais j'en fais quoi, vraiment? Comment j'accueille Comment je peux l'accueillir alors que, voilà, au fil de notre échange, on est en train d'identifier et de pointer les choses et c'est de se dire derrière, peut-être que je le suis. Je fais quoi là aujourd'hui? Alors déjà, c'est une très très bonne nouvelle. Si un podcast comme celui-ci, et merci beaucoup pour vos questions, si cet entretien que nous avons permet à certaines personnes de reconnaître leur sensibilité élevée, leur ultra-sensibilité, c'est vraiment formidable parce que dès qu'on commence à reconnaître cette caractéristique en soi-même,
ou pour soi-même, ça va changer notre vie. C'est-à-dire qu'on va avoir une lecture de tout le passé, de tout ce qui s'est passé pour nous, de notre naissance à aujourd'hui, en se disant « Ah ben oui, c'est bien sûr, c'est parce que je suis particulièrement sensible, hautement sensible, ultra sensible, que j'ai vécu telle ou telle situation différemment de mes sœurs ou de mes frères ou de mes camarades ou de mes collègues ou de mes parents, etc. » Ça vient éclairer des zones d'ombre dans lesquelles je m'étais senti dans le passé mal à l'aise ou tellement en décalage, voilà, où là tout d'un coup je comprends que c'est grâce ou du fait de cette grande sensibilité que j'ai vécu ces moments-là de façon plus ou moins favorable, heureuse. Parfois c'était dans le sens positif, parfois moins. Il peut y avoir aussi des moments de grande difficulté à cause de cette sensibilité élevée, mais au moins ça s'explique. Ça n'est plus moi qui ai un problème. On a pu croire à certains moments de notre histoire qu'on était vraiment trop différents, qu'on était des extraterrestres ou qu'on avait un problème. Eh bien non, ça s'explique tout simplement par cette sensibilité élevée, cette ultra-sensibilité. Et donc, quel grand soulagement! Donc c'est pas pathologique. Ça n'est pas pathologique. La sensibilité élevée, c'est un tempérament qui concerne 30% de la population, ça n'est pas une maladie. Après une émission ou lors d'une émission sur RCF, il y a une dame je sais pas, elle avait 72-73 ans, qui a témoigné en disant « Oh merci infiniment, j'ai plus de 70 ans et enfin toute ma vie s'éclaire. Je comprends enfin tout ce qui s'est passé avec mon mari, mes enfants, mes amis, ma famille et je me sens très soulagée. » Et bien voilà, si certaines et certains d'entre vous découvrez votre sensibilité élevée, ça va être un grand soulagement de comprendre pourquoi des situations vécues peuvent être si difficiles pour vous ou si originales ou incongrues pour vous. En tout cas, vraiment différentes par rapport différentes par rapport à l'histoire de la norme de tout à l'heure. En tout cas, par rapport à la majorité. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça ne suffit pas simplement de savoir qu'on est hautement sensible et qu'on relie toute son histoire grâce à cette clé, cette donnée, mais c'est aussi d'en tenir compte au jour le jour dans tout ce qu'on fait, comme je l'ai dit, l'alimentation, le sommeil, les activités sportives, mais aussi de quelle façon j'ai envie de travailler ou dans quel métier j'ai envie de m'épanouir. Il y a des personnes qui changent de métier après s'être rendu compte, grâce à une formation ou pas, qui changent de métier après s'être rendu compte qu'elles sont ultra sensibles. Et ça peut aussi réorienter certaines amitiés, certaines façons de communiquer avec la famille. Alors il y en a qui disent je suis ultra sensible, je suis hautement sensible, d'autres simplement qui vont dire eh bien moi j'ai besoin de temps pour me reposer parce que je me fatigue plus vite que vous. En fait on peut réorganiser, réagencer, réaménager sa vie à partir de cette donnée qui est centrale. Donc une vraie clé de lecture et puis le fait de réintégrer ça dans sa vie en disant en fait, quand je dis ça en plus c'est réintégrer la sensibilité et en faire comme un compagnon de route. Exactement. On est un peu dans cet état d'esprit. Exactement. Alors, on en arrive presque à la fin de ce podcast et là, les enseignants qui me connaissent vont retrouver un petit peu le cœur de mon métier qui est les pistes concrètes. Imaginons que je suis éducateur, je suis enseignant et je sais que statistiquement, 30% des élèves d'une classe, c'est-à-dire 9 élèves sur 30, sont hautement sensibles. Quels sont les points de vigilance à avoir, les attitudes à éviter et les postures à privilégier par rapport à ces enfants-là dans ma classe? Comment je fais ? Oui, c'est une question très importante, merci de la poser. Donc effectivement, il y aura une petite dizaine d'enfants par classe qui sont hautement sensibles et peut-être un peu plus, c'est-à-dire que même si dans le reste de la classe, il y a des enfants qui ne sont pas aussi sensibles que ça, il y en a, comme c'est une question de degré, qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de fossé entre les personnes sensibles et les personnes très sensibles, il y a certains enfants qui s'approchent de la sensibilité élevée. Donc il y en aura peut-être un peu plus. Voilà, il y aura peut-être, on va dire, une douzaine d'enfants qui ont besoin d'un regard, d'un accueil, d'un accompagnement un peu différent. Donc la première chose dont l'enseignante ou l'enseignant doit tenir compte, c'est la saturation. L'enfant hautement sensible va être hyper stimulé, c'est-à-dire qu'il va il va saturer plus facilement, que ce soit au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau intellectuel. L'attention de ce fait. Voilà, okay. Donc ce sont des enfants qui vont avoir des moments, ils vont avoir besoin de moments de répit, de récupération. Et ce sont souvent des enfants, soit ils vont bouger leurs jambes, soit ils vont se balancer, soit ils vont se mettre à rêver, à regarder par la fenêtre et à penser à autre chose. Besoin de déconnecter de ce qui se passe. Voilà, et ça peut ne durer que 5 minutes. Et après, ils peuvent reprendre l'activité de la classe. Donc si les enseignantes et les enseignants ont simplement cette clé de lecture en se disant « Tiens, celui-là ou celle-là est en train de récupérer
il bouge ses jambes, se balance, tourne ou regarde derrière ce qui se passe, ou simplement par la fenêtre ou ferme les yeux pour rêvasser, c'est bon signe. Ça veut dire que l'enfant est en train de se réguler par lui-même ou par elle-même. Donc au lieu de la gronder ou de le gronder, et de lui dire arrête de bouger tes jambes parce qu'en fait il en a besoin de bouger ses jambes, ou arrête de regarder par la fenêtre parce qu'elle en a besoin de regarder par la fenêtre. On sait que ce moment c'est un moment de récupération et on se dit tiens je poserai peut-être ma question tout à l'heure plutôt que de gronder l'enfant qui va, surtout si elle ou il est très sensible, se sentir d'autant plus impacté par la gronderie, par les réprimandes de l'enseignant. Il vaut mieux laisser faire. Ou alors faire une pause, se dire c'est le moment de faire une pause, on va chanter une chanson. Et pour tout le monde. Et pour tout le monde, comme ça tout le monde en profite. Donc ça c'est la première chose. Tenir compte de la surstimulation, donc de la saturation et du besoin de repos. Alors aux États-Unis, surtout dans le nord-est des États-Unis, vers Boston, ils ont créé des coins refuges dans les écoles, les crèches et les hôpitaux pour enfants. Le coin refuge, c'est un tapis avec des coussins et des doudous, ou une tente d'Indien quand on peut. Et les enfants savent que naturellement, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'adulte, quand ils sont ou elles sont fatigués, quand ils saturent, ils vont dans le coin refuge. Et quand l'enfant est dans le coin refuge, on ne l'embête pas. Et on s'est rendu compte qu'un enfant, même petit, qui va dans le coin refuge, à moins d'avoir vécu quelque chose de très grave dans la famille, n'y reste que quelques minutes. Il va dans le coin refuge, que ce soit la tente ou sur le tapis, se blottit dans les coussins, suce son pouce, chantonne une chanson, serre son doudou, et au bout d'une, 2, 3 minutes, revient. Il repart à sa place. Parce que l'enfant sait que dès qu'il a fini de se reposer, il peut revenir. Et donc ça régule le groupe de façon simple, parce que l'enfant qui part dans le coin refuge ne participe plus aux activités, et souvent très vite il a envie de participer aux activités. Donc il a envie de rejoindre les camarades. Ouais. Mais au moins, il y a une régulation naturelle qui se fait de la part de l'enfant, même petit, les enfants arrivent à le faire. Donc ça peut être un conseil aussi, de créer un coin refuge dans un bout de la classe. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose à connaître, c'est que les enfants hautement sensibles n'aiment pas être observés. Un enfant hautement sensible, si on se penche sur son épaule et qu'on regarde ce qu'il est en train d'écrire, ça le coupe complètement dans son inspiration, que ce soit pour faire des maths, du calcul ou autre chose. Et donc, moi je me souviens, enfant, j'étais exactement comme ça, et c'est pas le moment que les parents ou les institutrices, l'instituteur disent tu es bête ou tu lambines, parce que ça ne fait que bloquer encore plus l'enfant. On l'inhibe complètement. On l'inhibe complètement, voilà, exactement, on l'inhibe. Donc l'idée c'est, je me suis approché un peu trop, l'enfant se sent observé, je vais ailleurs. Je me mets en retrait, je regarde ce qu'il fait, mais... Pas forcément, on peut lui faire confiance. C'est-à-dire que l'enfant va avoir besoin de se sentir seul et non observé pour résoudre le problème ou écrire sa rédaction ou faire ce qu'il a à faire ou même dessiner. Mais l'enseignant va lui dire, ou va dire aux enfants très sensibles, si tu as besoin de mon aide, je suis là, viens me voir. Et ça marche très bien parce qu'effectivement, à certains moments, devant un problème de maths, l'enfant va bloquer. Il va venir voir l'enseignant. C'est lui ou elle qui fait la démarche d'aller demander de l'aide. Et dans ces cas-là, ça se passe très très bien. Donc ça aussi, l'enfant hautement sensible n'aime pas observé, n'aime pas être observé. Il a besoin de pouvoir venir demander de l'aide. Et la troisième chose très importante aussi, c'est la lenteur ou le fait d'être décontenancé par rapport à une nouvelle tâche, une nouvelle activité. L'enfant hautement sensible, comme il a ce traitement sensoriel approfondi des informations, il va être beaucoup plus méticuleux et observateur que l'enfant moyennement sensible. Et donc, au début, quand on lui apprend quelque chose de nouveau, déjà il est dérouté parce que ce sont des enfants qui aiment bien leurs habitudes, ça les tranquillise, sécurise. Voilà, ça les tranquillise, ça les rend plus à l'aise. Et donc, la première fois qu'il va faire une nouvelle activité, quelle qu'elle soit physique ou intellectuelle, il va avoir besoin de plus de temps pour comprendre cette activité et la mettre en place. À peu près 20 à 30% de temps en plus des autres enfants, c'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Et si on le presse, il ne va pas y arriver. Il va se bloquer et il ne va pas du tout y arriver. Il va être inhibé aussi, même corporellement en fait. Et ça, on sait que c'est pareil pour des enfants au potentiel intellectuel, des enfants qu'on appelle surdoués. On a besoin de les laisser découvrir une première fois une activité nouvelle. Et petit à petit, si cette activité est refaite dans la classe au cours de l'année, ils vont devenir aussi rapides, progressivement, ils vont devenir aussi rapides que les autres enfants. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront intégré toutes les démarches par lesquelles ils ont besoin de passer, toutes les étapes par lesquelles ils ont besoin de passer pour faire cette activité, ils vont devenir rapides. Et si on l'a fait toute l'année, à la fin de l'année, ils vont même être
plus rapide et plus performant que les autres enfants. Donc c'est vraiment une question de rythme à respecter. Le démarrage. Exactement. Au début, ce côté observateur et méticuleux, peut-être même perfectionniste, va faire qu'ils vont prendre le temps, ils vont même être décontenancés la toute première fois, ils vont prendre le temps de faire une activité, mais après ils vont devenir tout aussi performants que leurs autres camarades. Voilà les 3 grandes vigilance de l'enseignant par rapport à des enfants hautement sensibles. Et puis bien sûr, il y a tout ce qu'on a dit concernant les émotions, l'expression des émotions, l'empathie, ça peut être des enfants... La mise en mots aussi, des émotions peut-être. Exactement, la mise en mots des émotions, mais pas trop tôt. C'est-à-dire que là, c'est une découverte très récente. On s'est rendu compte que les enfants ont besoin de ressentir l'émotion avant de mettre des mots dessus. Si on demande trop tôt à un enfant quel mot tu pourrais mettre sur ton émotion, il peut être décontenancé aussi. Il a besoin d'abord de sentir ce qui se passe. L'expression sensorielle. De l'émotion dans son corps, avant même de pouvoir mettre des mots sur l'émotion. Donc de laisser beaucoup de place aux émotions dans les classes. Je sais que maintenant il y a plein de jeux autour des émotions. Se font autour des émotions dès le matin. Formidable. Voilà. Petit à petit, ça se développe, c'est super. Oui. Merci beaucoup. Alors nous arrivons à la fin de ce podcast, mais comme on l'a initié la dernière fois, en fait, 2 petites questions pour terminer. D'abord, à quel moment de votre parcours vous avez pris conscience qu'il était essentiel de prendre soin de vous ? Je pense que c'est venu tôt, parce qu'étant un enfant très sensible, j'étais aussi facilement malade. Bien que costaud physiquement, j'étais un enfant plutôt rond et très sportif, donc j'étais costaud physiquement, mais il y avait certaines périodes où je me rendais compte que mon corps me jouait des tours. Je sentais bien que j'étais plus fatigable que la moyenne, je sentais bien que je prenais froid plus rapidement, par exemple. Je pouvais ne pas sentir le froid, parce que j'étais comme ça un peu gaillard, mais je prenais froid, j'avais mal à la gorge ou mal au nez. J'avais aussi beaucoup d'otite à une période quand j'étais enfant. Donc je me suis bien rendu compte que j'avais une constitution un peu plus fragile que les autres. Et puis en grandissant, des émotions qui étaient plus fortes que ce que je pouvais exprimer par exemple en famille. Et donc je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de prendre soin de moi, c'est-à-dire de m'écouter et de m'octroyer du temps. Et moi je me suis beaucoup préservé, protégé dans la lecture. J'adorais lire. Un univers. Voilà, j'entrais dans les univers des romancières et des romanciers. Et ça, pour moi, c'était très important. Donc, il y avait la lecture, la musique, qui était une façon de prendre soin de moi. On avait des voisins, notamment un voisin qui était peintre, sculpteur. Donc, j'adorais aller le voir dans son atelier, parler avec lui ou simplement le regarder. Et puis, c'est en grandissant, en devenant adulte, que je me suis rendu compte de l'importance de l'alimentation. Donc ça s'est fait très progressivement et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je ne digérais pas du tout ou qui me mettaient mal ou que même si j'aimais le café, je ne le supportais pas. Donc progressivement, je me suis rendu compte de ça. Une régulation progressive. Exactement. Et puis après, c'est par rapport au sommeil, par rapport... j'ai toujours été sportif, donc j'ai fait beaucoup d'activités physiques, mais je me suis rendu compte tout de même qu'il y avait des choses à respecter dans la journée et plutôt du calme le soir pour pouvoir mieux dormir. Donc c'est récupérer en fait. Voilà. Donc ça a été un processus très progressif dans mon cas. Et puis aujourd'hui, comment vous prenez soin de vous ? Alors aujourd'hui, je pense, un peu dans l'aboutissement de ce long processus. Donc j'ai développé une alimentation qui me convient bien. Je suis dans un cadre de vie qui me correspond puisque j'ai acheté une maison à la campagne et j'ai la chance d'avoir un jardin avec des arbres et des oiseaux, des écureuils. J'essaye de manger tôt le soir. Pour moi, ça c'est très important, et de manger léger. Et le soir, je ne regarde plus de films violents. Je regarde soit des documentaires, soit des films qui sont plus doux, on va dire, qui ne sont pas forcément moins profonds, mais qui sont doux, qui sont plus respectueux. Et puis après, j'ai toute une phase où je fais du yoga, du qigong, avec une lumière très, très basse, parce qu'on sait que pour le cerveau, le soir, la lumière a besoin de baisser de plus en plus. Donc j'ai simplement une petite lumière et je fais du qigong et du yoga. Et après, je me sens prêt pour aller dormir. Et paisible. Et paisible pour bien dormir. Sinon, j'adore marcher en forêt. Donc aussi souvent que je peux, je marche en forêt. Et quand je peux aussi, je vais au bord de la mer. Voilà, c'est une façon de me réguler. Et d'être dans la nature, parce qu'on en fait partie. Il ne faut pas l'oublier non plus. Exactement. Eh bien, voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Donc, moi,
Je suis, comme je dirais, impressionnée. Alors merci infiniment pour Merci à vous. Saverio Tomasella pour ce temps partagé, nous avoir permis peut-être de renouer ou d'accueillir une partie de nous qui était peut-être oubliée, voire délaissée ou incomprise. Accueillir et accepter sa sensibilité, celle de son enfant ou de ses élèves, comme un cadeau. C'est un chemin possible, mais je dirais aujourd'hui, chacun a son rythme et dans un processus qui est lent. En tout cas, c'est peut-être un cadeau à se faire. Donc vraiment un immense merci pour ce temps. Merci à vous. Merci. Et je terminerai aussi en disant que sous le podcast, donc, vous trouverez tous les liens, les livres dont nous avons parlé en début de podcast. Vous aurez aussi des liens vers d'autres podcasts pour compléter un petit peu les pépites et puis aller creuser si vous en avez envie. Donc merci à vous. Belle semaine à chacun et à très vite.